Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 32. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo. Messieurs, comment ça va? Très bien, merci. Ça va, ça va. Oh, là, il y a une hésitation déjà en partant, juste à savoir comment ça va. Ça ira pas bien quand je vais vous demander ce qu'il faut faire à l'Impact de Montréal. J'ai pris l'espace, oui. On a quand même communiqué. Communiquer du regard. Tiens, Exactement. c'est comme deux bons attaquants. Ça vous tente pas de jouer à l'Impact un peu d'ici la fin de la saison? On va y revenir à l'Impact de Montréal qui a eu une sortie pénible que tu as quand même appréciée, Sid, parce que tu étais dans les estrades servi, traité aux petits oignons. On verra dans quel genre de détails tu veux rentrer tout à l'heure. Mais commençons d'abord par notre segment en temps additionnel parce que il y a encore une histoire triste qui ressort de l'Italie la fin de semaine dernière. Romelu Lukaku, dans le maillot de l'Inter, lui qui vient d'arriver en Italie, jouait contre Cagliari. Des cris de singe des supporters de Cagliari. Malheureusement, j'ai envie de dire, ben ça, jusqu'à maintenant, dans cette histoire-là, il n'y a rien de surprenant parce qu'on a vu ça souvent en Serie A. Mais ce qui est surprenant, c'est d'avoir les supporters de l'Inter, le club de Romelu Lukaku, qui sort publiquement pour dire, tu sais, c'est pas du racisme, il faut que tu comprennes qu'ici, en Italie, dans le fond, on n'a pas de vrai problème de racisme, et ça, il faut que tu prennes ça comme une forme de respect plutôt que comme du racisme. Là, les gars, expliquez-moi ce que j'ai pas compris parce que c'est de la science-fiction, là. Non, difficile d'expliquer la bêtise. Donc, Hey, ton propre club, je veux dire, par où tu commences, rendu là? c'est très compliqué. Effectivement, comme tu dis, c'est pas la première fois que ça arrive en Italie. Matuidi, Koulibaly, Keane, Montari, Eto'o, j'en passe. Ils ont tous subi ce type d'attaque qui avait mené aussi à l'initiative sur manger des bananes. On s'en souvient il y a quelques années où les joueurs sensibilisaient la communauté, l'opinion publique contre le racisme, qui n'est pas un problème qui est exclusif au foot. Il faut quand même qu'on le rappelle, mais qui, lorsqu'il se manifeste dans ces instances-là, dans ce contexte-là, fait assez mal, parce qu'on pense vraiment que le sport est plutôt un vecteur pour rassembler, unir. Donc en Italie, je pense que Lukaku a bien réagi, a commencé avec même la section belge, est très appuyé par tous ses coéquipiers, à travailler sur la sensibilisation, sur pour moi, une communication et un comportement qui est exemplaire, parce que c'est très souvent des problèmes d'éducation, pour pas dire d'ignorance. Et maintenant, la balle est véritablement dans le camp des instances italiennes. Qu'est-ce qu'on fait pour endiguer ce problème si on a véritablement envie de l'endiguer? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la question se pose à la lumière de la réponse des supporters de l'Inter, donc la Curva Nord, je crois. On se demande véritablement, mais est-ce qu'on vit la même chose? Est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce qu'on comprend la même chose? Oui, puis à quelque part, tu as l'impression que ce groupe de supporters-là veut se protéger en vue de matchs où eux vont faire la même chose. C'est presque l'impression qu'il Dans le fond, tu es en train de donne. dire, regarde, tombe pas trop sur la tomate de Cagliari, là, parce que nous, ça se pourrait qu'on fasse la même chose dans 3 semaines, puis ben, on veut pas de remontrance à ce moment-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, oui, il y a toujours eu effectivement cette volonté de supporters de vouloir déstabiliser d'une façon ou d'une autre un joueur vedette et tout. Mais bon, Ouais, mais là, c'est ok, 2019, c'est autre chose. là. C'est autre chose. On parle complètement de choses différentes. Hein. Et là, bon, j'ai lu quand je lis la lettre des supporters d'Inter, je suis ok, là, il y a vraiment quelque chose où je suis plus du tout en phase, hein, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Écoute, c'est du respect. Je veux dire, on est sur quelle planète, pour vrai, là? On est sur une planète de la Série A qui laisse ce climat s'installer. Je pense qu'il y a eu déjà eu des commentaires lors de l'arrivée de Balotelli en équipe nationale. Il y a quand même un fond dans les institutions comme du football italien qui font en sorte qu'on permet ce climat-là et qu'on permet ce type de réponse, parce que je pense qu'il est complètement lunaire, c'est que la réponse vient des fans de l'Inter. Je pense que j'ai presque cru un canular lorsque j'ai lu le communiqué de presse. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu vas creuser, ça vient de quel site? Oui, c'est un site satirique. Et non. Et donc là, aujourd'hui, et quand on met en parallèle comment
c'est pas la fédération anglaise, mais comment au niveau du football anglais, on réagit sur des cas de racisme qui ont lieu, qui ont touché Pogba et Rashford récemment, et tout de suite on sanctionne durement avec des interdits de stade, et qu'on on va en collaboration avec Facebook, Twitter, Instagram pour essayer de voir sur les commentaires comment on peut travailler sur du filtrage, sur du bannissement avec les adresses IP. Tout de suite, on voit qu'il y a une volonté claire et politique d'éradiquer toute forme de racisme. Par des sanctions. Oui. Parce que là, à un moment donné, oui, sensibiliser, ça fait de son temps. Et surtout, ça donne pas de résultats. Non, en Italie en particulier. Et c'est pas que italien. Mais là, ce scénario-là, ben, ça vient de la Serie A. Il faut qu'il y ait des sanctions. C'est comme à l'époque, on disait mets ta ceinture, mets ta ceinture. Quand ça te coûte 450$ de ne pas mettre ta ceinture, tout d'un coup, tu y penses pour vrai. C'est les sanctions qui vont faire bouger les choses. On a dépassé. On a dépassé. Non. La part d'éducation, de sensibilisation, elle doit continuer à exister, on doit continuer à investir et à mettre derrière ça, mais c'est vrai que ça doit être suivi aussi d'une décision sanction, effectivement, répressive, entre guillemets, mais qui doivent être d'une sévérité claire et nette. Et là, je dis qu'il faut que l'exemple vienne de partout. Parce qu'on ne l'a pas au niveau de la FIFA et de l'UEFA, par exemple. Hein, quand on voit régulièrement ce qui s'est passé lors des qualifs Coupe du Monde, dans certains pays, ou Euro d'ailleurs, on dit mais c'est quoi ces sanctions-là? C'est rien du tout. C'est comme dire, bon, bah... voilà, quoi, c'est pour la forme, et puis on verra la prochaine fois. Non, c'est déduction de points, même fermeture de stade, les matchs à huis clos et tout, je suis à peine... Ça se fait que ramener le problème un peu plus loin. Non. Mais on fait quoi? Les joueurs arrêtent de jouer? C'est-à-dire 2 points. Les amendes sont ridicules actuellement. Les amendes et les points, as-tu l'impression, Sid, que c'est les plus gros leviers? Parce qu'après, tu remets ça dans la cour des joueurs. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une limite à ce qu'un joueur peut porter sur les épaules. Et je voyais beaucoup, sortez tous du terrain, ok, on le fait une fois, mais après, il faut que derrière, il y ait d'autres types de solutions. Et au niveau des propriétaires... Mais en même temps, Sid, c'est très difficile d'arriver à ce genre de solidarité-là. Là. Mais une équipe qui ne se pointe pas du tout pour 3 matchs, les joueurs qui disent, tu sais quoi, nous, on arrête. Tout à fait, mais dans le cas où une fédération sanctionnerait l'équipe de moins de 9 points et après comme de sanctions financières pour ne pas s'être présenté avec une lecture assez bête du règlement, je ne suis pas certain que ça mènerait à une solution. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, sauf que, regarde, en ce moment, là, l'Inter est dans une position hallucinante où tu devrais quasiment sanctionner tes supporters pour avoir supporté les agissements racistes d'un autre club. Là, déjà, c'est plus tordu que ça, tu meurs. Mais si l'Inter fait rien, si Cagliari fait rien, la Ligue fait rien, ben éventuellement, c'est les joueurs qui ont peut-être à vivre quelque chose à court terme et mettre la pression sur les instances. Parce que c'est ça le truc en ce moment. Tu as une petite vague aux 2 mois. Aux 2 mois et demi, tu as une petite vague où là, on en parle ici, on en parle un peu partout sur la planète, on l'oublie jusqu'à la prochaine fois où ça arrive à un gars qui a des cris de singe. Mais ça va être quoi l'élément déclencheur pour forcer tout le monde à mettre des sanctions? Moi, je continue de penser que les joueurs, va-t'en, fais-le, qu'ils s'en aillent pendant 2, 3 matchs. Et je comprends que ça va faire en sorte que tu perds la rencontre, mais rendu là, tu mets ça dans la cour de ceux qui ont vraiment le pouvoir décisionnel, non? Tout à fait. Mais je pense que c'est déjà arrivé, comme Eto'o ou Montari avait quitté le terrain. Oui, mais une équipe, là, si t'arrives à... C'était pas une équipe, c'était plus un joueur qui disait, voilà, ça suffit, moi je préfère quitter le terrain. J'ajoute à ça que d'un point de vue des propriétaires, c'est l'argent. Si la Ligue voulait véritablement sanctionner les propriétaires, il y a des sanctions économiques, ferait en sorte qu'eux agiraient par la suite sur leur base de supporters et que tant que la Ligue ne fait pas aussi sa part de responsabilité, parce que les joueurs, par exemple Lukaku a simplement lancé un regard noir sur les supporters de Cagliari après son penalty. Donc lui déjà là indique dans le cadre légal que c'est pas quelque chose que je cautionne. Il n'est pas parti les insulter. On sait qu'il y a des joueurs qui parfois pourraient les insulter ou il n'a même pas quitté le terrain. Il est resté dans un cadre qui est quand même
ok, donc comme je prends acte de ce que vous avez fait. Mais le gars vient juste d'arriver aussi. Là. Tout à fait. Puis Ça fait pas 6 ans qu'il joue dans la Ligue. Et puis, pour revenir à l'Inter, il avait été accueilli en grande pompe à l'aéroport par les fans de l'Inter. C'est ça qui est un peu problématique, et je crois que l'approche collective est peut-être pas la bonne, et que l'approche individuelle qui a été mise en place en Angleterre, où tous les visages qui sont dans un stade sont scannés, et lorsqu'il y a un comportement, toi, individuellement, tu vas prendre ton interdisement de stade, et je peux t'assurer que de se cacher derrière, non mais c'est quelques supporters. Ok, si c'est quelques supporters, on va tous les identifier et ils vont dégager. Non, alors que lorsqu'on est dans une approche collective, et on voit en France par rapport à la lutte sur l'homophobie, c'est très compliqué, parce que c'est de mettre dans un paquet des personnes qui n'ont pas nécessairement agi mal, et à ce moment-là, on dilue le message et on va dans des choses qui sont beaucoup plus floues. Donc ça aussi, c'est à voir du côté de les instances italiennes. Tu as deux choses là, parce que maintenant, et bon, on a eu l'exemple depuis 30 ans en Angleterre, avec les circuits internes dans les stades, où maintenant tu es capable effectivement de repérer à peu près tout le monde. La lutte contre le hooliganisme a vraiment fait un grand pas en avant. Avec ça, avec l'identification, les interdictions de stade. Tu sais qu'en Angleterre, par exemple, quand tu as été reconnu coupable de faits de hooliganisme, que tu es suspendu, que tu ne peux pas assister au match, tu dois aller te présenter à un poste de police à l'heure des matchs pour bien prouver que tu n'es pas, que tu n'es pas rentré par la porte de derrière et tout. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'on voit, et tu en parles au début de ta question, c'est toutes les insultes et tout le discours raciste qu'il peut y avoir dans les médias sociaux, et qui maintenant sont directement adressés non seulement aux joueurs, mais à tout le monde. Et c'est exactement, c'est maintenant la même chose que dans une tribune. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai. Parce que ce dont on parle, qui est le problème à l'intérieur des stades, je pense qu'on est capable de cibler un certain nombre de possibilités ou de mesures qu'il est possible de prendre. Qu'est-ce que tu fais dans l'autre cas qui touche, je dirais, encore plus de gens, plutôt que 50 000 qui sont dans le stade là maintenant? Là, ça touche des millions de personnes. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est pas parce que je peux pas agir sur Twitter que je peux pas agir dans un stade de l'autre côté. Et là, c'est que ça dépasse ça. Je reviens au fait que les supporters du gars en question défendent ce qui s'est passé. On est loin de ce qui peut... Puis ça rend pas la situation plus acceptable en Angleterre, mais au moins, si tu vois une certaine indignation de tous les autres, là, c'est le contraire. C'est que tu as parmi certains des principaux acteurs du support du foot en Italie qui disent « Non, c'est correct, tu nous as mal interprété. » Ah non, tout à fait. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Romelu, si tu jouais pour un autre club, ce serait exactement la même chose. On ferait la même chose. Exactement. Et ça, c'est un parallèle intéressant. Quelques semaines après la décision en MLS de bannir tout message politique dans les estrades, on n'en a pas parlé ensemble de ça. On avait parlé d'Alejandro Bedoya et on s'était dit, à ce moment-là, la MLS était dans une très mauvaise position après 2 tueries coup sur coup dans la même fin de semaine, où Bedoya avait pris un micro sur le bord du terrain pour dire « Hey, Congrès américain, faites quelque chose pour bannir la violence due aux armes à feu. » À ce moment-là, on était très clair. On ne va pas sanctionner Bedoya. On ne dit rien, dans le fond. On donne la possibilité, la liberté d'y aller d'un discours comme celui-là, mais ce sera intéressant de voir ce qu'on va faire par la suite. La suite, c'est une interdiction de tout message politique dans les estrades de la part des supporters. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jean, d'abord? Wow! Le point, c'est évidemment ce qui s'est passé après c'est tout de suite après, je crois, le rassemblement des Proud Boys à Portland, et donc toutes les contre-manifestations Antifa qui ont lieu, et des messages qui apparaissent de plus en plus régulièrement dans les tribunes, et on voit que depuis 2 ans, 3 ans à peu près en MLS, il y a une radicalisation qui est en train d'avancer dans les tribunes, avec des mouvements d'extrême droite qui sont plus ou moins présents, et disons des mouvements de l'autre côté qui sont là aussi. La Ligue décide d'interdire tous les messages politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a clairement quand même quelque chose, c'est que, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir, il y a un discours qui
je dirais, supporte une forme d'exclusion et un autre qui s'y oppose. Ouais. Parce qu'il faut déjà regarder un petit peu le fond des choses plutôt que mettre tout le monde exactement au même endroit, sur la même ligne, et puis on interdit tout, on coupe au ras. Parce que là, dans le fond, c'est la MLS qui se décharge, Sid, de décider ce qui est acceptable ou non. Dans le fond, on est en train de dire, tu mets un drapeau ou un tifo antiraciste ou ben ça, tu n'as pas le droit parce que c'est considéré comme un message politique. Mais à l'inverse, dans le fond, c'est considéré tout aussi inacceptable dans un stade que des propos racistes, par exemple. Exactement, exactement. Et c'est fascinant. Je pense que tu l'avais dit sur le cas de Bedoya, il y avait une question de timing et qui était au cœur de l'acceptation du geste du joueur, qu'on rappelle, avait été élu joueur de la semaine en MLS, mais ça a été fait 24 heures après. Oui, ça c'est vrai, tu fais bien de le rappeler parce que à ce moment-là, tu nous avais dit à juste titre, la MLS a entériné un peu la décision et le comportement de Bedoya. Oui. Là, tu es un peu en train de faire un 180. Tout à fait. Et puis, effectivement, donc c'était c'est notamment les 3 flèches vers le bas qui sont un symbole antifasciste, et qui, effectivement, est une position politique. Et on ouvre la porte à beaucoup d'interprétations. Et je pense que la véritable question, c'est à partir du moment où on exprime des idées politiques qui ne sont peut-être pas universellement partagées, quelle sera la position de la MLS. On a aussi un groupe antiraciste du côté de la 132 à Montréal. Mm-hmm. Et effectivement, une question se pose sur est-ce qu'on peut tout mettre sur le même plan? Est-ce qu'exprimer des idées racistes, c'est sur le même plan qu'exprimer des idées antiracistes? Tout ça parce que ce sont des idées qu'on peut considérer politiques. Et c'est là où la MLS se décharge, dans le fond. Ils disent, nous, on ne veut pas gérer ça. Laisse ça dans ta voiture. Mais il le gère quand même en incitant le propriétaire de Portland de faire la suppression de ces bannières. Ces bannières ont été ramassées. Mais toutes les bannières. Oui. Ce que je veux dire, c'est que tu bannis tout le monde. Ça veut dire que tu es en train de dire, nous, regarde, ça restera chez vous, ça restera, comme Jean le disait, sur les médias sociaux, mais rendu là, c'est pas dans notre juridiction. Et puis tu donnes un sens très large au mot politique. Donc, et qui, peut-être que, au-delà de parler exclusivement de son équipe et... je prends par exemple, il y a beaucoup d'exemples où du côté du 1642, parfois on a des bannières bleu, blanc, noir de toutes les couleurs, genre comme Montréal et politique, pas le droit. Voilà, et c'est ça. Mais là en ce moment-là, on peut aller extrêmement loin lorsqu'on veut justement faire la politique de l'autruche et peut-être s'ajouter des problèmes que la MLS aurait peut-être pu s'éviter, car lorsqu'on voit l'historique, justement, comme des fans de Portland, il n'y a rien qui puisse penser que... Non, mais juste de même, je te lance, Sid, là. L'Impact de Montréal, et c'est particulier ici parce qu'on n'a pas la même relation aux forces armées qu'on peut l'avoir aux États-Unis, mais la semaine passée, l'Impact qui s'échauffe avec un maillot camouflage, c'est pas politique, ça? Exactement. Non, mais la MLS parle des deux côtés de la bouche. Mais oui, c'est un très bon exemple. C'était comme le jour d'appréciation de l'armée américaine. Et je me suis posé la même question sur... Zachary Broguillard, là, Québécois, Français, qui débarque ici en MLS pour les troupes américaines. À quelque part, il porte un message politique qui n'est pas trop le sien, merci. Là. Exactement. Et ça, sur ça, il y a vraiment une vraie ambiguïté on peut avoir une lecture différente. Et je pense que nous, effectivement, de notre position au Canada, à Montréal, on a une lecture très différente du soutien aux forces américaines. Ouais. Donc c'est ça. La MLS va sûrement espérer que ça se tasse et que le problème ne fasse pas surface rapidement, mais ça a quand même mené à une lettre d'excuse du propriétaire des Timbers auprès de son groupe de supporters, et je crois que c'est peut-être pas fini cette histoire, parce que les supporters si on voit un peu l'exemple français, sont un peu têtus et aiment bien comme... un peu têtus? Non, tu dis, comme tu dis, la Ligue pense que ça va se tasser, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, et que ça, c'est clairement la politique de l'autruche, parce que ça va pas. Au contraire, même, ça va continuer. Et je pense que, écoute, c'est dans une longue tradition. Il y a une volonté, a priori, des fans dans la MLS de vivre ça sur un modèle à eux, qu'ils font eux-mêmes, mais qui a quand même une inspiration de ce qu'on voit en Europe, en Amérique du Sud, qui est d'amener un débat ou des idées de société à l'intérieur du stade, parce que c'est une caisse de résonance. C'est intéressant.
Mais effectivement, il va falloir être capable, et pas simplement de mettre tout le monde sur la même ligne et couper ras pour tout le monde, mais de prendre un certain nombre de décisions. Très, très rapidement, les gars, parce qu'après, on doit passer à notre segment à domicile et surtout au sujet chaud où on a énormément de questions intéressantes qui nous ont été posées au cours de la dernière semaine. Groupe de la Ligue des champions, à part voir les dirigeants du Sparta Prague rire pour pas pleurer parce qu'ils se sont retrouvés dans un groupe avec l'Inter, le Barça et le Borussia Dortmund. C'est-tu moi ou cette phase de groupe-là, c'est la moins intéressante depuis longtemps en Ligue des champions? C'est-tu juste ma perception? Ou... Non, je pense que c'est une tendance qui est peut-être même un peu plus lourde de 2-3 ans où effectivement les clubs du chapeau 1 et un peu par la bande du chapeau 2, parce qu'il y a quand même certains vainqueurs nationaux dans le chapeau 1, sont de plus en plus forts. Et il y a un écart qui se creuse qui est aussi dû à la volonté très bonne de Michel Platini de permettre à d'autres champions nationaux de pays avec un niveau de football un peu moins élevé de participer à la grande fête du football. Mais la conséquence quand même est un écart entre les clubs et qui fait en sorte qu'effectivement, là on peut quasiment dire sans se tromper que 14 des équipes du chapeau 1 et 2 vont se qualifier sans aucune embûche et donc on trouve de l'intérêt dans des groupes peut-être moins prestigieux entre guillemets. Comme le groupe G d'ailleurs, parce que c'est intéressant ce que tu dis, tu as Benfica, Lyon, le Red Bull Leipzig et le Zénith Saint-Pétersbourg. Ça, là, d'un point de vue compétition, c'est probablement le groupe le plus intéressant. Sauf que tu n'as pas de grosse cylindrée et c'est pas les affiches les plus sexy non plus. Là, ce qu'on voit assez nettement, c'est qu'il y a clairement une division 1, une division 2 qui, et plus haut encore, qui sont en train de s'installer. Et que tu vas avoir des équipes peut-être un peu moins bonnes de division 1 et c'est ce qui va nous donner peut-être un ou deux groupes avec une ouverture pour la deuxième place. Mais sinon, c'est vrai, quand tu regardes ça, tu dis 1-2, tu prends tous les groupes et tu dis, bon, un tel passe, un tel dehors. C'est vrai que c'est une tendance qu'on voit depuis 3-4 ans, là, maintenant, effectivement, pour 90% des équipes des chapeaux 1 et 2, la phase de groupe, c'est une formalité, c'est probablement une façon de se mettre dans le tournoi, d'avoir 2 matchs contre l'autre équipe pour un petit peu se voir quelle marge de progression on a d'ici le mois de février et les matchs à élimination directe. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'angoisse pour ces clubs-là au premier tour. Si on passe maintenant à notre segment à domicile, Sid, toi qui es habitué à la galerie de presse au Stade Saputo, tu as fait les choses en grand comme un supporter, le commun des supporters, et je te dis ça parce que moi j'ai fait exactement la même chose. Oui. J'ai mon collègue de la radio, Georges Larac, qui m'a invité tout près du terrain d'ailleurs, des billets extraordinaires. On a vécu ça comme des supporters frustrés, satisfaits, parce que ça n'a pas été facile. Défaite de 3-0 contre le DC United. Une deuxième mi-temps où Wilmar Cabrera a dit avoir vu quelque chose d'intéressant chez ses troupes parce qu'on a montré du caractère, on s'est battu puis on a mieux joué au ballon. C'est sûr que quand l'autre équipe arrête de jouer parce que la victoire est déjà en poche, c'est facile de mieux jouer au ballon. Oui, tout à fait. Je pense qu'on l'écrit pour la programmation match pénible. C'est effectivement ce qu'on a vécu, le 3-0 en 30 minutes, qui fait un peu miroir ou écho au potentiel 2-0 que Vancouver aurait pu avoir en 25 minutes. Donc un match en qualité assez difficile à regarder. Cette obsession de passer sur les côtés, de centrer pour des joueurs dont la qualité première n'est pas du tout le jeu aérien. Donc, mercredi de la semaine passée, juste pour rappeler les stats, un centre réussi sur 20. Et en fin de semaine, sur 44 centres tentés, c'est 16 % de réussite. C'était assez triste de voir l'Impact sans idée. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'expérience habituelle que j'ai eue. Comme je le mentionnais quand même, pour un remerciement à Goals Initiative qui nous a invités, ainsi que ses partenaires, à voir le match en tribune. Et ce qui change quand même en tribune, c'est un ressenti de l'atmosphère. C'est d'entendre beaucoup plus de commentaires, l'opinion publique, d'opinion publique et de voir justement comment la grogne prend, de constater aussi les huées et de se dire qu'on vit quand même
même quelque chose de très particulier qui après s'est exprimé sur les réseaux sociaux, mais au stade, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une véritable cassure entre le public et l'équipe. Et après, il y a différents facteurs qui doivent expliquer ça, mais c'était assez spécial de le vivre. Moi, personnellement, j'ai passé une très très bonne soirée. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très spécial comme atmosphère et peut-être même encore plus spécial que la pauvre performance dans les circonstances contre un DC United. On rappelle quand même sans Rooney, sans Acosta, qui sur une série de 7 matchs, il y avait une seule victoire en 7 matchs. Donc l'impact s'est mis un peu dans le trouble avant la trêve internationale. Tu parles d'une cassure là. Est-ce que on la sentait quand même déjà. On sentait déjà qu'il y avait quelque chose. Tu parles de quelque chose de plus, plus net, de plus pour te brutal, répondre à ça, Jean, ouais. moi, j'ai jamais vu. C'est peut-être arrivé, mais on était sur le bord du terrain, nous, dans la tribune sud. À la mi-temps, il y a un gars qui vient lancer un maillot, puis pas un maillot de 99, là, un maillot de cette année sur la pelouse en disant « Tiens, je vous balance sur le terrain, moi, je dégage. » Parce que c'était 3-0. J'ai vraiment senti, et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs supporters du 1642, entre autres, après la rencontre pendant 1 heure et quart. Il y a comme une désolation en ce moment parce qu'on ne sait plus par où le club a à commencer pour remettre le train sur les rails. Parce que là, tu n'as pas Piatti. Tu l'auras peut-être pour la fin de saison. OK. Mais statistiquement, là, tu es vraiment dans le trouble. Mais tu sais que tu n'auras pas Piatti l'année prochaine. Donc, ta star, ça va être qui? Samuel Piette, est-ce que c'est ton capitaine ou non? C'était clair où ça s'en allait quand Rémi Garde était là. Mais Rémi Garde, tu l'as congédié, à tort ou à raison. Je continue de comprendre financièrement la décision, mais ça a un effet domino. Et ça a un effet domino qui amène de la frustration chez un gars comme Samuel Piette. Quand tu as Sam Piette qui commence à être frustré et qui répond aux ultras qui critiquent l'équipe, c'est parce que là, il y a un malaise à tous les niveaux, avec un directeur sportif qui n'est toujours pas arrivé et les supporters qui huent, mais surtout des supporters qui rentrent à la maison en disant « Mais comment ça va s'améliorer? Par où on peut commencer à penser à l'année prochaine, même si cette année, c'est pas encore terminé. » Et c'est là que c'est encore pire que dans le passé, à mon sens. Des supporters qui, quand même, et on parle d'une période quand même récente, on ne parle pas d'avant, mais qui, depuis 1 an et demi maintenant, sont d'une patience quand même assez remarquable. Oui, mais là, avec les prix qui ont augmenté l'an dernier, avec le renouvellement des billets de saison pour lequel, et d'un point de vue business, je comprends tout à fait l'impact de Montréal, mais là, on met les dates butoirs plus tôt, on force les gens à prendre une décision maintenant, et ça tu comprends, parce que ce que tu veux, c'est rentrer l'argent dans tes coffres et t'assurer de ta base de supporters pour l'année d'après, mais quand tu n'as aucune garantie, tu sais, là, dans la catégorie Samuel Piette, il faut que tu le confirmes, là, que tu signes un contrat, que tu t'entendes avec lui et que tu montres que tu es au moins en train de placer tes pions comme il faut avec une des seules personnes qui vraiment représente le club en ce moment, parce que c'était Rémi Garde avant, et là, Rémi Garde est parti. Tu sais, c'est des genres de décisions qui pressent. Et moi, j'entendais les supporters se poser la question après la rencontre, et c'en est une fascinante. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être y répondre avant qu'on passe au sujet chaud. Mais les gars se demandaient, tu gardes qui dans cette équipe-là? Qui tu voudrais absolument garder pour 2020? Et la plupart me disaient, moi, il y en a juste un pour lequel j'ai vraiment un attachement important puis une foi importante en vue de l'année prochaine, c'est Samuel Piette. Tu as un problème majeur là, quand tu as juste un gars dans toute l'équipe. C'est... Tout à fait d'accord avec toi. Et puis je pense que je rebondis c'est peut-être sévère, remarque. On s'entend, tu as des gars comme Saphir Taider qui ont eu un rôle important quand même cette année, puis, mais tu comprends le commentaire des gens. Dans le contexte d'un après-match, je peux comprendre tout à fait. Par contre, je pense que la question que tu parlais sur comment ça va s'améliorer, et c'est la question que je crois qui se posait beaucoup dans la fin de l'ère de Rémi Garde. Mais cette question-là reste très très saine. On veut faire partie, on veut comprendre, on veut faire partie de la suite des choses. Par contre, moi je crois que samedi passé, c'est pas cette question-là que les gens se sont posées, c'est véritablement qu'est-ce que je fais là? Et cette question-là est beaucoup plus toxique parce que là, on a eu une vague par la suite de commentaires sur je ne me rabonne pas, je ne veux pas faire partie de cette entreprise, de ce projet, de tout ça. Et ce qu'est-ce que je fais là est véritablement, pour moi en tout cas, une question qui est très sans réponse. Évidemment parce qu'on ne sait pas comment s'améliorer, mais c'est très rare qu'on a quand même vu des personnes qui sont abonnées parfois même depuis 11 ans qui disent c'est la première fois que je me pose la question
vais-je me réabonner? Bien, justement, on va enchaîner tout de suite là-dessus parce que tu me fais une passe sur la palette, Sid. Il y a le Dr Foot qui nous dit « Face à la grogne des partisans et les nombreuses menaces de non-renouvellement d'abonnement de saison chez l'Impact, quelle annonce positive feriez-vous à la place du club? » Est-ce que ça se résume à Samuel Piette? Tu sais, dans le très, très, très court terme, est-ce que c'est la première chose que tu peux faire? Mais encore là, même si moi, je pense que ce serait positif à quelque part, mais c'est pas ça qui va faire vibrer le monde. Il est déjà là, Samuel Piette, de toute façon. Regarde face à quoi les partisans font face. Un début de saison, c'est un président qui décide de prendre du recul, qui nomme un nouveau président. On ouvre la porte vers quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur ne finit pas la saison alors qu'il avait entamé un projet l'année dernière, qu'on lui avait donné un énorme crédit l'année dernière en se disant oui, on tire un trait sur cette saison-là parce qu'on regarde vers l'avenir. Et ça avait été une deuxième portion de saison qui était intéressante quand même l'année passée. Et il y avait effectivement du positif qui permettait de dire 2019, de ce qu'on a vu l'année dernière, on va vers l'avant. Il ne termine pas la saison. L'entraîneur qui est à sa place, on ne connaît pas exactement sa situation et personne n'a vraiment... Non. Attends là-dessus, Jean. Moi, j'étais là pour les propos d'après-match. Là. On sait ce qui se passe. Il n'est pas là l'année prochaine. OK. Ça a pas... Écoute, moi, j'ai entendu... Puis je suis sévère, puis je suis rarement aussi sévère aussi rapidement. Mais moi, j'ai entendu Frank Lopas dans ses commentaires d'après-match des longues réponses où tu disais droite, gauche, noir, blanc, bref, tout et son contraire. Quelqu'un qui dit tout le monde est fatigué, mais j'ai reconduit le même 11 de départ et j'ai pas fait de changement. Bref, excuse-moi, je t'interromps, mais là, le coach, on sait ce qui se passe. Il est là par intérim puis il sera pas là l'année prochaine. D'accord, je te suis. Je disais, tant qu'il n'y avait rien d'officiel. Et c'est pas vos propos, mes propos n'engagent que moi. D'accord. Donc, il y a ça. On nous annonce un directeur sportif dont on ne sait toujours pas qui devrait être un petit peu la personne qui va tenir la barre du projet. Donc, effectivement, moi, je comprends que les gens soient un petit peu perdus face à une saison où on pensait que les choses allaient se mettre en place petit à petit. On a l'impression qu'au bout du compte, on se retrouve avec... comme si tu essayais de prendre de l'eau dans les mains. Mais là, tout est en chantier. Voilà. On avait quelques chantiers, mais là, je veux dire, on est reparti. Puis ça a peut-être quelque chose de très positif parce que tu repars à zéro. Mais c'est un autre commentaire qui venait des gens à qui j'ai parlé après la rencontre. On me disait, là, moi, je supporte l'Impact depuis 4 ans. Ça fait 6 plans de 5 ans. on est tanné de se faire envoyer des plans de 5 ans. Et le doc nous posait la question, c'est de savoir quel genre d'annonce pourrait faire, et c'est ce que j'interprète de sa question, faire vibrer, triper un peu des supporters puis commencer à penser au futur. Il y a Borat Simoneau qui dit « Arsène Wenger comme entraîneur ou directeur technique à l'Impact, est-ce que ce serait d'abord réaliste ou non? Et si c'était réaliste, est-ce que ce serait une bonne idée ou suffisant justement pour... sortir la carte de crédit plus tôt que tard à ceux qui menacent de ne pas renouveler? Non, je trouve pas ça réaliste si on reste quand même sur une question... Et pourtant, Arsène, là, c'est cette semaine qui disait je m'ennuie de la compétition, je veux me retrouver sur un banc. Oui, mais il ne fera pas du bénévolat non plus. Donc, je pense que c'est pas financièrement, ça n'a aucun sens. Pour être cohérent, dans le fond, avec le fait qu'on n'a pas voulu renouveler Rémi Garde. Exactement. Puis, bonne idée, pas certain. Je pense que quand même, l'Impact de Montréal doit arriver à se tourner vers, quand on dit l'interne de la MLS. Je pense que l'Impact doit penser qu'il n'y a pas une solution miracle qui viendra de l'Europe pour sauver l'Impact. Donc non, je ne pense pas nécessairement que c'est ni réaliste et je pense que c'est typiquement les fausses bonnes idées qu'on a très souvent autour de l'Impact de Montréal. Ouais. Et au niveau des annonces, pour répondre à la question de Dr Foot, je crois que nécessairement qu'il n'y a pas d'annonce positive qui retournerait la situation actuelle. Non, je pense que... Même pas un joueur. Tu sais, si tu annonces tout de suite que Piatti ne revient pas et que tu as planché sur une autre grosse signature en vue de 2020, là, est-ce que peut-être tu peux faire réagir les gens? Dans le domaine de ce que je crois réaliste, ça prendrait vraiment un très gros joueur. Il y a peut-être, en ce moment, sur Terre, il y a peut-être 50 joueurs qui font en sorte qu'on dit « Ah, ok, c'est bon, moi j'embarque pour 2020 ». Et je ne crois pas que l'Impact a les moyens de signer l'un de ces 50 joueurs-là. Mais simplement, je crois Parce que Boyan, c'était bien, mais là, Boyan, on va voir les effets sur le terrain l'an prochain, probablement, mais l'effet de surprise et l'engouement, il est passé là, avec Boyan. Ah oui, tout à fait. Puis il est dans cette nasse. Puis je crois que sincèrement, il y a
toute façon, cette question est compliquée à répondre parce que sportivement, il y aura beaucoup de réponses aussi pour l'Impact et il y a encore du soccer qui va jouer. Mais je crois que l'approche qui sera sur un mea culpa, ce qui sera orienté sur justement quel est le plan pour les chantiers. Et c'est pas quelque chose qui sera positif forcément, mais je pense qu'il y a une transparence qui devra être au cœur du discours de Kevin Gilmour en fin de saison pour nous donner envie de le suivre sur du moyen terme. Un mea culpa, tu t'excuserais de quoi? Si la reine s'excuser de cette saison-là, je pense que. Excuse-moi, je suis pas en train. C'était pas rhétorique comme question, c'était une vraie question. Tu t'excuses de quoi? De la performance en termes de qualité de jeu à faire, les transferts. Moi, je continue de penser que c'était vraiment pas mauvais. C'était très intéressant ce qui s'est fait cet été, mais finalement, ça, on l'a oublié, un peu comme l'arrivée de Boyan, parce que dans les faits, l'équipe s'est pas améliorée. Tu t'excuses de quoi pour envoyer un message fort aux partisans puis dire « Croyez en nous en vue de l'an prochain ». J'insisterai sur les leçons apprises. Après un an d'exercice et aussi, comme je reviens un peu sur sa part en tant que super consultant lorsqu'il était pas encore président d'Impact de Montréal. Mais je parle d'insister sur les leçons apprises et quelles sont les conséquences de ces leçons apprises. C'est-à-dire sur le type de joueur, sur les grilles salariales, sur le style de jeu, est-ce que sur les moyens des ambitions. Il y a vraiment... les erreurs sont possibles et parfois même acceptables si ces erreurs-là mènent à du mieux. Et c'est comme ça que j'orienterai mon discours de fin de saison plutôt que justement avec une petite poudre de perlimpinpin et dire voilà, tout d'un coup on va signer tel joueur et tout ira bien dans le meilleur des mondes. C'est pas vrai. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le passé, il semblait y avoir consensus dans les médias, chez les supporters. Et là, quand on posait la question, ce qu'on avait comme réponse, Jean, c'était « ben non, tout va bien. » Tu sais, avec le recrutement, on est sur la bonne voie. Si on était pour avoir ces constats-là, tirer des leçons, les partager avec le public, c'est bien. Mais en même temps, c'est la job, Jean, d'un directeur sportif. C'est pas celle de Kevin Gilmour. Puis là, on revient encore à la question de base. On revient à cette position-là. Là, t'as un directeur sportif qui va débarquer puis nous expliquer ce qui s'est pas bien passé quand il était pas là. Il faut, et là, on va peut-être aussi revenir à la question de quelles annonces positives, etc. Il faut mettre des choses assez claires sur la table, dire vers quoi on s'en va. Vers quoi on s'en va? Est-ce qu'on s'en va vers la grosse signature tous les 2-3 ans en disant c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, parce qu'on a eu Divayo, on a eu et ça, Kevin Gilmour a été clair par rapport à ça. C'est pas le chemin qu'il va emprunter. On a Piatti qui ont donné, qui ont plu. Qui ont créé une effervescence, un bouillonnement, qui ont créé quelque chose ici, dans la communauté foot et même en dehors, parce que c'est vrai que l'arrivée, par exemple, de Drogba a fait des vagues bien en delà d'une communauté qu'on connaît assez bien. Mais ces gens-là ont disparu, par contre. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il y a après? Exact. Pas grand-chose. Et on se retrouve à avoir cette discussion-là pour le moment. Un petit mot, comme Olivier, c'est juste que c'est important que ce soit lui qui le définisse. Parce qu'on revient sur la saison précédente de Rémi Garde, pas cette saison actuelle, mais la précédente. C'est pas Rémi Garde ni le bureau chef qui a désigné cette année comme transition. Ce sont les partisans qui se sont dit collectivement, bon, en fait, c'est une année de transition. Mais c'est pas la volonté, c'était pas l'identité ou l'étiquette qu'a donné Joe Saputo. Et ça aurait dû l'être, dans le fond, parce que dans les faits, c'était ça. Exactement, parce qu'à ce moment-là, comme on doit remettre les attentes à la bonne place. Et ça, là où je crois que c'est important de la part de Kevin Gilmour, c'est dire exactement, et si c'est pour dire ça va mal, mais on vous demande de vous accrocher, genre comme de croire en nous, et on va retrousser les manches, très bien, mais dites-le que c'est ça, et n'attendez pas, en fonction du type de saison, de définir qu'est-ce qu'on a vécu. Non, c'est à vous de le dire en amont. Je crois que les gens attendent une clarté de projet et peut-être qu'il y a eu des attentes là-dessus avec justement le changement, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui était marquant sur les années précédentes. Avoir une idée d'où on va, si possible avec qui.
qu'est-ce qui est pris en compte? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir plus de jeunes intégrer le groupe? On sait très bien que il va pas y avoir. On n'a pas la Masia. On va pas rentrer 9 joueurs. Non, mais tu joues pas en Liga. Hein? Tu joues pas en Liga non plus. On est d'accord. On va pas rentrer 9 joueurs d'un seul coup. On va pas s'attendre à voir d'un seul coup l'académie produire des talents. Ça va être ponctuel, ça va être, mais l'important c'est que ce soit régulier. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que on va nous présenter quelque chose qui va intégrer cet élément en compte? C'est ce genre d'annonce qu'on veut avoir, ce genre de prise de décision, de dire bon voilà ce qu'on va faire. On va regarder vers tel endroit pour renforcer l'équipe. Il y a clairement un certain renouvellement à faire dans l'effectif. C'est ce genre de prise de décision qu'on attend. Il y a Pierre Tremblay qui nous demande, est-ce que Samuel Piette comme pierre angulaire à long terme, c'est le bon choix? Comme ambassadeur, certes, mais comme leader technique, est-ce qu'il lui reste une marge de progression? Avant de vous donner la parole, d'abord, moi, je pense que Samuel Piette lui-même n'aura jamais l'ambition d'être le leader technique d'une équipe. Maintenant, la pierre angulaire, ça oui, parce que c'est un poste névralgique. Moi, je suis un peu fasciné par les attentes qu'on a sans cesse envers Samuel Piette et son amélioration, alors qu'autour de lui, il y a un paquet de postes où, on dépense une fortune par rapport à ce qu'on a dépensé pour Samuel Piette, et deux, on n'a pas du tout le rendement stable que Samuel offre. Est-ce que c'est Claude Makelele? Non. Mais est-ce qu'il offre un standard de jeu suffisant pour l'Impact ou la MLS? Ben, je vous laisse répondre, mais pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais oui, et largement. Est-ce que c'est le bon choix? C'est le meilleur choix. Parce que là, cette année, on lui critique de parler avec les Ultras. On lui reproche de ne pas faire assez de passes vers l'avant. Mais qu'est-ce que Samuel Piette a fait? Non, mais je pense que comme cette facette de son jeu, s'il l'amène, c'est un bonus, c'est très bien. Mais je vais prendre un exemple par rapport à la question de M. Tremblay. Lors de la journée avec les partisans, Samuel Piette était de très loin le joueur qui passait le plus de temps avec les partisans, de très loin le joueur qui était le plus heureux d'être là. C'était le lendemain de la défaite contre Toronto. Donc c'était un dimanche matin. Il était encore blessé, il n'était pas de retour au jeu à ce moment-ci. Mais c'est un ambassadeur naturel. Si on pense qu'aujourd'hui, il existe un joueur qui pourrait mieux faire que Samuel Piette dans ce rôle d'ambassadeur, et déjà, enfin, dans son rôle de 6, c'est très bien, mais dans ce rôle d'ambassadeur, il n'existe pas ce joueur. Mais c'est pas une mascotte non plus. Non, pas du tout. Parce qu'on a dit ça souvent de Patrice Bernier à l'époque de Frank Lopez, où on avait l'impression que Patrice, c'était quasiment tactique, là, la mascotte. Mais puis là, tout d'un coup, on s'est mis à le refaire jouer. Quelque chose qui n'allait pas, on sortait Patrice. Exact. Et puis, je pense que ce qui est différent, c'est que peut-être Klopas, inconsciemment ou consciemment, a réduit Patrice à un rôle de mascotte et pensait que le public le réclamait pour ce rôle de mascotte-là, alors que il y avait véritablement dans le jeu un trou. Ouais, on l'a bien voulu nous aussi peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on est allé chercher cette personnalité-là et on en a fait nous-mêmes, médias, une sorte de joueur qui allait ressortir devant. Patrice? Ouais. Oui, mais moi, là où j'accroche, c'est quand on commence à se poser des questions sur l'aspect sportif d'un gars, parce qu'il y a une plus-value ailleurs. On se dit, est-ce que c'est pour ça vraiment que ce gars-là est intéressant pour l'Impact, pour sa qualité avec les médias, pour sa proximité avec les supporters? Mais c'est pas un ou l'autre. Et pour moi, pour répondre à la question à Pierre, oui, Samuel Piette, c'est un gars autour de qui, sans aucun doute, tu peux construire pour la suite, mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ce soit Nacho Piatti, Balou Tabla, Evan Bush et Samuel Piette tout en un. Samuel Piette, ça va rester Samuel Piette, un gars qui est limité dans ses déplacements sur le terrain de par le poste qu'il occupe. Sa job, ça va être de repérer les Boyan et compagnie. Ça, c'est peut-être une mission qu'il faut lui donner. Il joue vers l'avant davantage, mais on ne va pas en faire un gars qui est éclatant techniquement. Non, tout à fait. Pour finir la question, non, c'est pas leader technique. Et je vois quasiment aucune équipe sur Terre qui fait de sa sentinelle son leader technique. C'est pas l'idée. Marge de progression, bien sûr, des passes vers l'avant, plus de tirs, peut-être parfois même dans la lecture du jeu, genre parfois comme de faire ces fautes là qu'on appelle d'anti-jeu. Il y a plein de choses qui peut améliorer. Donc, comme Samuel Piette, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, comme c'est un excellent ambassadeur, et il ne faut pas non plus comme jeter l'eau et bébé avec, tout ça parce qu'il y a une petite prise de bec avec les Ultras qui
c'est un des rares qui a aussi le courage, après des défaites, de continuer à faire le tour du stade et pour saluer les partisans. Parce qu'il y en a, si on ne les voit pas, c'est qu'ils filent très rapidement vers le tunnel et donc ne sont pas dans cette situation-là d'après-match avec les supporters. Donc c'est encore une raison de plus de penser que c'est le bon choix et peut-être même le meilleur. Il y a assurément une question d'organisation au départ, l'organisation dans le jeu, je veux dire, et trouver un système dans lequel on n'est pas à lui demander peut-être non plus de tout faire, comme ça a été pas mal trop le cas cette année, de lui adjoindre quelqu'un avec qui ça puisse fonctionner sur une base vraiment régulière, qui puisse décharger une partie du bagage, parce que c'est pas possible qu'il fasse 5 saisons de suite comme il fait cette année. On termine avec une question de Mathieu Lemay qui demande, avec la fin du mercato, est-ce que finalement la fameuse saga de Neymar se résume à un show de boucan? Il semble que certains au PSG ne voulaient pas vraiment le voir vendu, alors que du côté du Barça, il y en a qui voulaient encore moins l'acheter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un gros show de boucan pour Neymar? Non. Non, je pense qu'il y a clairement eu un moment où les choses sont parties comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 choses à Paris. Il y a eu l'arrivée de Leonardo comme directeur sportif et c'est vrai qu'il a mis d'un seul coup, il a redressé les choses et il a mis la position du club très clair, très net et en tenant vraiment une barre extrêmement haute face à Barcelone, ce qui a amené d'ailleurs le Real dans le portrait. Et pour lui, il n'était absolument pas question que Neymar parte en dessous d'une barre qu'il avait mise. Assez haute, merci. Hein? Assez haute, c'est normal. L'autre chose, c'est très probablement dans le projet du PSG, quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu il y a 2 ans, c'est que non seulement Neymar et Mbappé 2 ans plus tard seraient encore au club, parce que je suis pas persuadé que ça rentrait totalement dans le concept, mais Mbappé est devenu la vedette. Et ça, c'est peut-être pas ce qui était attendu. Et la vedette auprès du public aussi, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas un joueur français qui évolue en France, dans un club français de très haut niveau, qui soit au niveau mondial. Regarde, Henry, il a fallu qu'il parte à Arsenal avant d'être reconnu et d'être totalement la star du foot français. Zidane, idem, il a fallu quand même qu'il quitte Bordeaux pour aller gagner quelque chose et être une star à la Juventus. Là, il y a un joueur français, il faudra remonter quasiment à Papin à peu près pour avoir un joueur qui soit le joueur vedette de l'équipe vedette français et qui suit leur. Donc il y a eu le phénomène Mbappé qui a un petit peu fait que Neymar il y a eu cette discussion au début d'été, à dire finalement c'est. Et là, ça va être, les gars, ça va être fascinant de suivre au cours des prochains mois parce que là, tu reprends la job. Neymar est encore un joueur du PSG. Tiens, va encore porter le Air Jordan sur son maillot. Je pense que c'est reconduit, là, ça, cette année. J'en reviens pas encore. Ça va me prendre des années, je pense. Ça me remettre de l'arrivée. D'après toi, est-ce que Barcelone avait l'argent pour le faire? Non, il n'avait pas l'argent pour le faire, mais pensait sûrement que Paris allait revoir ses prétentions à la baisse. Donc, on prendra le temps parce qu'on aura l'occasion de parler de Neymar, c'est certain, cette saison. Mais non, je ne pense pas nécessairement que ce soit qu'un show de boucan. Par contre, c'est vrai que les nombreuses communications sur les médias sociaux et autres, dans la presse et autres, oui, ça, c'est un peu beaucoup. Peut-être pas un show de boucan, mais ça a été un show. Tout un show. Puis là, ça va se transposer sur le terrain. Messieurs, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci. Merci à vous pour toutes vos questions. Vous pouvez continuer de les poser tout au long de la semaine sur Twitter, #LDSF. Vous pouvez consulter le contenu sur le rds.ca /balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.